Maman, tu n'habites plus ici. Prends tes affaires et va-t'en. » Julien a prononcé ces mots sur le pas de la porte du salon, avec une froideur glaciale, juste devant sa femme de ménage et le chauffeur qui attendait, mal à l'aise, dans le couloir. L'employée de maison a baissé les yeux vers le parquet, honteuse pour lui. Le chauffeur a fait semblant de consulter son téléphone, feignant de n'avoir rien entendu, essayant de devenir invisible. Le soleil de l'après-midi entrait avec force par la grande baie vitrée et frappait directement mon visage, m'aveuglant un instant. Julien a croisé les bras sur sa poitrine et est resté planté là, immobile, attendant que je quitte son appartement. Élodie, sa femme, était allongée sur le canapé design en train de scroller sur son smartphone, sans même daigner lever la tête pour me regarder. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai serré fort la anse de mon sac à main et je me suis promis de ne pas pleurer devant eux. J'ai juste détourné le regard vers le cadre en argent posé sur la console. Une photo de lui et moi quand il avait 8 ans, le jour de sa fête de fin d'année scolaire. Tu connais cette sensation, quand tu sens le sol se dérober sous tes pieds, mais que, par miracle, tu restes quand même debout. J'ai travaillé 23 ans à nettoyer les maisons des autres pour qu'ils ne souffrent jamais de la faim. J'ai vendu le seul terrain que mon mari m'avait laissé pour qu'il puisse ouvrir son premier magasin. Et 3 jours après cette scène dans le salon, il m'a vue assise dans le fauteuil à côté du directeur de la banque, avec un dossier rempli de documents à la main. Et quand il m'a vue là, il s'est figé. Reste avec moi, parce que cette histoire ne fait que commencer. Julien est né quand j'avais 26 ans. Son père, Marcel, était chauffeur routier longue distance. Il est mort dans un accident sur l'autoroute quand Julien avait à peine 9 ans. D'un moment à l'autre, je me suis retrouvée complètement seule, avec un enfant à élever et sans un centime de côté. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage. Je nettoyais 3 maisons différentes par jour pour pouvoir payer les factures. Je me levais à 5 heures du matin, je laissais Julien chez la voisine, je prenais 2 bus et le RER pour arriver dans les beaux quartiers et je ne rentrais que le soir venu. C'était un garçon calme, très studieux. Il ne me posait jamais de problème. Il faisait ses devoirs tout seul, réchauffait le plat que je lui laissais prêt sur la gazinière. Parfois, quand je rentrais à la maison épuisée, il s'était déjà endormi avec son cahier ouvert sur les genoux. Je le regardais et je pensais, ce garçon aura une vie différente de la mienne. Quand il a fini le lycée, il a réussi à intégrer un BTS en gestion et administration des entreprises. Il a passé 2 ans à étudier et à travailler dans un supermarché pour aider aux dépenses de la maison. Je ne l'ai jamais laissé abandonner ses études. À 23 ans, il est venu me voir et m'a dit qu'il voulait ouvrir un magasin de matériaux de construction et de rénovation. Il m'a dit qu'il avait trouvé un local excellent, qu'il connaissait déjà les fournisseurs, qu'il était sûr que ça marcherait. Le seul problème, c'était qu'il n'avait pas l'argent pour l'apport initial. J'avais un terrain. C'était la seule chose qui nous restait de son père. Il se trouvait un peu loin, en grande banlieue, mais il valait quelque chose. J'avais toujours rêvé d'y faire construire une petite maison un jour, pour quand je ne pourrais plus travailler. Mais j'ai vendu le terrain et je lui ai donné tout l'argent. Nous n'avons signé aucun contrat. Je n'ai demandé aucun reçu. C'était mon fils. Le magasin a ouvert ses portes. Au début, c'était dur, mais Julien était très dévoué. Il travaillait du dimanche au dimanche sans relâche. Je continuais à faire des ménages et je l'aidais comme je pouvais. Je lui apportais des plats faits maison, je repassais ses chemises, je m'occupais de la paperasse quand il me le demandait. 3 ans plus tard, il a ouvert la 2e succursale, puis la 3e. Quand il est arrivé au 5e point de vente, il avait déjà un 4x4 flambant neuf, des employés sous ses ordres et un expert comptable privé. Il m'appelait tous les dimanches, m'emmenait déjeuner au restaurant, me disait que tout cela, il l'avait obtenu grâce à moi. Je me sentais si fière. À 31 ans, il a rencontré Élodie. Elle travaillait dans une boutique de luxe aux Galeries Lafayette. Elle était belle, elle s'exprimait bien, toujours tirée à 4 épingles. Au début, elle a été très sympathique avec moi. Elle m'appelait Madame Solange, me demandait si j'avais besoin de quelque chose, complimentait ma cuisine. Ils se sont mariés à la mairie. Ils ont fait une petite réception dans un restaurant chic. J'ai aidé à payer une partie de la fête. Après le mariage, Élodie a commencé à travailler avec lui. Elle s'occupait de la partie administrative, négociait avec les fournisseurs, gérait les problèmes avec le personnel. Julien disait qu'elle avait un talent inné pour les affaires. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Au début, c'était subtil. Elle changeait de sujet quand je demandais comment allait le magasin.
Julien a arrêté de me raconter ses projets. Quand je proposais mon aide, il me disait que tout était sous contrôle, que je ne devais pas m'inquiéter. J'ai cru que je me faisais des idées. J'ai pensé qu'il était simplement très occupé. Mais ensuite est venu le jour où il m'a demandé de venir vivre avec eux. J'avais déjà 60 ans. Mon genou me faisait souffrir, mon dos me lançait après chaque effort. Faire des ménages devenait une tâche de plus en plus difficile. Julien s'est présenté dans mon petit appartement et m'a dit « Maman, tu viens vivre avec moi. Il est temps que tu arrêtes de travailler. » J'ai résisté au début. Je ne voulais être un fardeau pour personne. Mais il a tellement insisté que j'ai fini par accepter. J'ai pensé que ce serait bien. J'ai pensé que nous serions plus proches, plus unis. Je ne savais pas que c'était le début de la fin. Les premiers mois chez eux, j'essayais de me rendre utile. Je faisais la vaisselle, le repassage, la cuisine. Élodie remerciait, mais avec ce ton qu'on emploie pour remercier le personnel de service. « Merci, Madame Solange. Vous pouvez laisser les serviettes pliées là-bas. » Un jour, ils ont organisé un dîner pour des associés importants. J'ai dressé la table, j'ai tout préparé avec soin. Quand les invités sont arrivés, Élodie m'a appelé dans la cuisine et m'a dit à voix basse « Madame Solange, ce serait mieux si vous dîniez dans votre chambre ce soir. Vous serez plus à l'aise là-haut. » Je suis montée avec une assiette à la main et j'ai mangé seule en regardant la télévision. Julien n'a rien dit. La semaine suivante, Élodie a commencé à laisser des listes collées sur le frigo américain. Laver les rideaux du salon, ranger le cellier, faire les vitres. Je faisais tout. Je pensais aider, puisque je vivais gratuitement sous leur toit. Mais un jour, je suis descendue prendre un café et je l'ai entendu parler au téléphone avec une amie. « Ah, c'est génial. Ma belle-mère vit ici, donc je n'ai même plus besoin de payer une femme de ménage. » Elle a ri. Elle a raccroché. Elle m'a vue sur le pas de la porte de la cuisine et n'a même pas scié. Les mois ont passé. Ils ont commencé à partir en voyage sans me prévenir. Je me réveillais et je trouvais la maison vide, avec un message bref de Julien sur mon portable. « Maman, on rentre la semaine prochaine. Il y a de la nourriture dans le frigo. » Quand le premier petit-fils, Louis, est né, j'ai cru que les choses allaient s'améliorer. J'aidais pour tout. Je changeais les couches. Je me levais à l'aube. Je le berçais pour qu'il dorme. Élodie se reposait pendant que je m'occupais du bébé. Mais quand Louis a eu 1 an, ils ont fait une grande fête. J'ai aidé à organiser chaque détail. J'ai préparé les gâteaux, installé la décoration. Au moment de la fête, Élodie m'a demandé de rester à la cuisine. Juste pour donner un coup de main au service, d'accord ? J'ai vu tous les invités dans le salon, prenant des photos avec Louis. Moi, je suis restée à la cuisine, à laver les flûtes à champagne. Il y a eu un moment où je suis sortie pour voir mon petit-fils. Élodie m'a tout de suite suivie et m'a dit qu'ils allaient couper le gâteau, qu'il fallait que je jette un coup d'œil au four. Il n'y avait rien dans le four. Je suis retournée à la cuisine et j'y suis restée jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Julien n'a rien dit. Et puis, est arrivé le jour du carton. Je gardais quelques affaires dans le débarras de l'appartement, de vieilles photos, les vêtements de bébé de Julien, quelques objets personnels de Marcel. Rien de valeur financière, juste des souvenirs. Un jour, je suis descendue et j'ai vu tout jeter à la poubelle. Le carton ouvert, les photos trempées par l'humidité. J'ai ramassé ce que je pouvais sauver et je suis montée en courant dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré pour la première fois depuis que j'avais emménagé ici. Je suis allée demander des explications à Julien. Il était dans son bureau, travaillant sur son ordinateur. « Julien, tu as vu le carton qui était dans le débarras ?» Il n'a même pas levé les yeux. « Ah, maman, Élodie a fait faire du rangement. Ce truc prenait trop de place. Mais il y avait les photos de ton père dedans. Il y avait tes affaires de quand tu étais petit. On prend tout en photo avec le téléphone aujourd'hui, maman. Pas besoin de garder de vieux papiers. » Et il a continué à taper sur son clavier. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me souvenir de tout ce que je lui avais donné. Le terrain, l'argent pour son mariage, l'aide au magasin, les années où j'ai travaillé malade pour qu'il ne manque de rien. Et j'ai commencé à me rappeler que je ne lui avais jamais rien demandé en retour. Ni reçu, ni reconnaissance de dette. Le lendemain, quand ils sont sortis, j'ai fouillé dans les tiroirs du bureau. Je n'ai rien dérangé, j'ai juste regardé. J'ai trouvé des documents de l'entreprise, des contrats, des relevés bancaires. J'ai pris des photos avec mon téléphone. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur ma boîte mail. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais quelque chose en moi m'a dit « garde ça ». Et j'ai commencé à tout garder. Chaque message, chaque liste de tâches, chaque chose qu'il disait et que j'entendais par hasard.
parce que j'ai senti qu'un jour, j'en aurais besoin. C'est un mercredi après-midi que j'ai découvert la vérité. Julien était dans le bureau au téléphone avec quelqu'un. La porte était entr'ouverte. Je passais dans le couloir avec le linge propre et j'ai entendu sa voix. Non, j'ai commencé de zéro. Je n'ai eu l'aide de personne. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu grâce à mon propre travail. Je me suis arrêtée net dans le couloir. Je suis restée immobile, serrant la panière à linge. Il a continué à parler. Ma mère? Ah, elle a toujours fait des ménages. Une vie très simple, tu sais. Elle n'a jamais rien eu à me transmettre, mais je me suis toujours bien occupée d'elle. Il a ri. Il a raccroché. Je suis montée dans ma chambre doucement. J'ai fermé la porte et je me suis assise au bord du lit. Jamais rien eu à transmettre. Le terrain qui valait 42 000 € à l'époque. L'argent qui a payé 3 mois de loyer du premier local. Les factures que j'ai payées pendant qu'il attendait que l'affaire décolle. Rien. J'ai attendu qu'il sorte le lendemain et je suis redescendue au bureau. Cette fois, j'ai cherché à fond. J'ai ouvert les tiroirs, consulté les classeurs, photographié tout ce qui portait l'entête de l'entreprise, contrats, actes notariés. J'ai trouvé l'acte de propriété des locaux. Tous au nom de lui et d'Élodie. Société à 50-50. J'ai trouvé les statuts de l'entreprise. Fondation. 3 mois après que j'ai vendu le terrain. Capital social déclaré, 10 000 €. 10 000. Moi, j'avais vendu le terrain pour 42 000. Je lui avais tout donné. Et sur le papier, il n'y en avait que 10. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé des relevés bancaires. J'ai trouvé des tableaux Excel. J'ai même trouvé un mail d'Élodie à l'expert comptable demandant comment faire pour réduire l'impôt sur la fortune immobilière. J'ai tout pris en photo. J'ai tout sauvegardé dans un dossier séparé. J'ai créé une nouvelle adresse mail juste pour ça et je me suis tout envoyé. Ce soir-là, assise dans ma chambre, j'ai pris un vieux cahier et j'ai commencé à écrire. Combien je lui avais donné? Quand? Comment? 42 000 du terrain. Mai 2007. 5 000 pour la fête de mariage. Novembre 2015. 2 400 en rénovation pour le premier magasin. Je m'en souvenais parce que j'avais dû vendre mes alliances en or pour obtenir cet argent, en plus des années de travail. Des années à nettoyer, cuisiner, garder les enfants des autres, tout en élevant le mien. J'ai fermé le cahier et je l'ai caché sous le matelas. Le dimanche suivant, ils ont invité l'expert comptable à déjeuner à la maison. Un homme d'une 50aine d'années, aimable, en chemise de marque. J'ai servi à table. Je suis restée à la cuisine pendant qu'ils discutaient. Mais j'ai laissé la porte entr'ouverte et j'ai tout écouté. Le comptable parlait d'expansion, d'ouvrir 2 autres points de vente, d'investissement. Et puis, il a demandé « Julien, cet apport initial que tu as fait au tout début, tu as une trace? Parce que si le fisc demande des comptes, c'est mieux d'avoir tout documenté. » Julien a éclaté de rire. « Un apport? Mais non, j'ai commencé sans rien. J'ai fait un emprunt à la banque, j'ai travaillé comme un forçat. Il n'y a eu aucun apport. » Élodie a complété. « C'est vrai, nous avons construit ça de zéro. Je trouve ça beau, vous ne trouvez pas? Pas d'héritage, pas d'aide familiale. Juste nous. » Le comptable a hoché la tête. Ils ont changé le sujet. Je me suis agrippée au bord de l'évier à 2 mains et j'ai respiré profondément. Pas d'aide familiale. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas juste un oubli. Ce n'était pas juste de l'ingratitude. C'était un effacement total. Ils avaient effacé tout ce que j'avais fait. Pour eux, je n'avais jamais existé dans cette histoire de réussite. Et pire encore, ils avaient construit un nouveau récit. Un récit où ils étaient les héros, où ils avaient vaincu seuls. Et moi, je n'étais que la mère logée par charité. Je suis montée dans ma chambre, j'ai repris le cahier et j'ai commencé à calculer. 42 000 en 2007, avec l'inflation et la revalorisation, ça ferait combien aujourd'hui? J'ai cherché sur Internet. J'ai utilisé un calculateur de l'INSEE pour l'érosion monétaire. 123 000 €. J'ai additionné le reste. La fête, les travaux, l'aide aux fournisseurs, le mois où j'ai payé l'électricité du magasin parce qu'il n'avait pas de trésorerie. 138 000 €. J'ai écrit ce chiffre sur le cahier. Je l'ai souligné 3 fois. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti que de la douleur. J'ai ressenti de la colère. 2 semaines plus tard, ils ont donné un dîner pour fêter un contrat. Julien avait signé un gros chantier avec un promoteur immobilier. Ils ont invité 6 couples, des gens du métier, des entrepreneurs, un élu local. J'ai dressé la table, préparé les amuse-bouches, tout laissé impeccable.
Quand les invités sont arrivés, Élodie est venue à la cuisine et a dit « Madame Solange, vous pouvez faire le service à table et ensuite vous dînerez dans votre chambre, d'accord ?» J'ai acquiescé. J'étais déjà habituée. J'ai servi l'entrée. J'ai servi le plat principal. Je les entendais rire dans le salon, parler fort, porter des toasts. Quand je suis allée servir le dessert, une des invitées m'a arrêtée. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» Je l'ai regardée. Puis, j'ai regardé Julien. « Je ne travaille pas ici. Je suis sa mère. » La femme est restée gênée. « Ah, excusez-moi, c'est que je pensais que… » Élodie l'a coupé aussitôt. « Ma belle-mère vit avec nous. Elle aime bien se rendre utile, n'est-ce pas, Madame Solange ?» Je n'ai pas répondu. Je suis retournée à la cuisine. Mais quelque chose en moi s'est brisé à cet instant. J'ai fini la vaisselle. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et je suis restée à fixer le mur. J'ai entendu les invités partir. J'ai entendu les portières des voitures claquer. J'ai entendu le silence. Alors je suis descendue. Julien et Élodie étaient dans le salon en train de compter de l'argent sur la table. Ce n'était pas l'argent du dîner. C'était de l'argent de l'entreprise, quelque chose qu'ils avaient reçu en espèces. Je me suis arrêtée sur le seuil et j'ai parlé. « Julien, je dois te parler. » Il n'a même pas levé la tête. « Pas maintenant, maman. Je suis occupée. C'est important. » J'ai dit « pas maintenant ». J'ai pris une grande inspiration. « Je veux savoir quand tu vas me rendre l'argent du terrain. » Il s'est arrêté. Il m'a regardé. « Quel argent, maman ?»« L'argent que je t'ai donné pour ouvrir le magasin. 42 000 €. J'ai vendu le terrain de ton père. » Élodie a laissé échapper un petit rire sec. « Madame Solange, ça fait combien de temps? 18 ans? Oui. Et revalorisé, ça fait 123 000. » Julien s'est levé de sa chaise. « Maman, c'était un cadeau. Les mères font des cadeaux à leurs enfants. Ou tu penses que je dois te rembourser tout ce que tu as fait pour moi? Ce n'était pas un cadeau. C'était un prêt. Tu as dit que tu me rembourserais quand le magasin ferait des bénéfices. » Il a ri. Un rire sec, agacé. « Tu deviens vieille. Tu ne te souviens plus bien des choses. » « Je me souviens très bien, Julien. » Élodie s'est levée aussi. « Vous savez quoi, Madame Solange? Vous vivez ici gratuitement. Vous mangez gratuitement. On paie l'électricité, l'eau, Internet. Vous ne payez rien. Donc je pense que la dette est largement soldée, non? » Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé mon fils. « Julien, tu vas vraiment la laisser me parler comme ça ?» Il a croisé les bras. Il est resté silencieux. Et puis il a parlé. « Maman, tu n'habites plus ici. Prends tes affaires et va-t'en. » J'ai senti le sol se dérober. À ce moment-là, la femme de ménage qui rangeait les affaires du dîner dans la cuisine s'est arrêtée. Le chauffeur qui était revenu chercher je ne sais quoi est resté pétrifié dans le couloir. Tout le monde a entendu. Élodie s'est rassise sur le canapé et a recommencé à scroller sur son téléphone, comme si rien ne s'était passé. Julien est resté là, les bras croisés, attendant que je sorte. J'ai respiré un grand coup. J'ai serré la anse de mon sac. J'ai regardé le cadre sur la console. Lui et moi à la fête de l'école, lui à 8 ans, souriant. Je n'ai plus rien dit. Je suis montée, j'ai pris une valise, j'ai mis des vêtements, le cahier, mon téléphone et la boîte avec les photos que j'avais sauvées de la poubelle. Je suis descendue. Je suis passée par le salon. Ils ne m'ont même pas regardé. L'employé m'a ouvert la porte. Elle avait les larmes aux yeux. Je suis sortie. Et la porte s'est refermée derrière moi. Je suis restée 3 jours chez une amie, Monique, que je connaissais depuis l'époque où nous faisions des ménages ensemble. Elle m'a accueillie sans poser de questions. Elle a préparé le canapé, apporté une couverture, fait du thé. Les 2 premiers jours, je n'ai presque pas bougé du canapé. Je fixais le plafond. Je pleurais en silence. Je mangeais peu. Monique s'asseyait à côté de moi de temps en temps et restait là, en silence, pour me tenir compagnie. Le 3e jour, tôt le matin, je me suis réveillée et j'ai vu la valise encore fermée dans le coin de la pièce. La boîte avec les photos dessus. Je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis arrangée. J'ai ouvert la valise et j'ai sorti le cahier qui était caché entre les vêtements. Je me suis installée à la table de la cuisine avec un café et je l'ai ouvert à la page où j'avais tout noté. 42 000 du terrain, 5 000 de la fête, 2 400 des travaux, plus les factures que j'avais payées, plus l'aide qui n'avait jamais été comptabilisée. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la galerie photo. Tout était là. Documents, relevés, contrats, mails. Je suis allée sur l'ordinateur de Monique et je lui ai demandé la permission. Elle a dit oui. J'ai créé un nouveau dossier. J'ai tout organisé par date. J'ai renommé les fichiers. Statut 2007,
relevé apport entreprise, déclaration patrimoine 2015. J'ai tout imprimé dans une papeterie du quartier. J'ai dépensé quelques euros pour l'impression. Je suis rentrée chez Monique avec une enveloppe pleine de papier. Je me suis rassise à la table et j'ai commencé à construire une chronologie. 2007. Vente du terrain. 42 000 euros remis en espèces, il les a déposés sur son compte bancaire. J'ai cherché dans mon téléphone. J'avais un reçu que j'avais photographié il y a des années, quand je lui avais emprunté le papier pour vérifier quelque chose. C'était son relevé de compte. Entrée de 42 000, 2 jours après la signature chez le notaire pour le terrain. 2015. Aide pour le mariage, 5 000 euros, virement bancaire. J'ai cherché dans l'historique de ma vieille banque. J'avais encore l'accès. J'ai téléchargé l'avis de virement. 2008. Travaux dans le magasin, 2 400 euros. Pour ça, je n'avais pas de facture directe. Mais j'avais une photo de moi dans le magasin à l'époque des travaux. Et j'avais la note sur le vieux cahier que je gardais. J'ai créé un tableau Excel. J'ai tout inséré. J'ai utilisé le calculateur officiel de l'inflation. Total actualisé. 138 420 euros. J'ai écrit ce montant sur une feuille à part. En gros caractères, stylo bleu. J'ai tout mis dans une pochette en plastique. J'ai mis un élastique autour. Monique m'a vu organiser tout ça et a demandé « Qu'est-ce que tu comptes faire, Solange ?» Je l'ai regardé. « Je vais me faire payer. » « Comment ? » ?»« Comme il se doit, avec un avocat. » Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a demandé « Tu connais quelqu'un ?» J'ai réfléchi. Je me suis souvenue de Maître Laurent. Il avait été l'avocat d'un de mes voisins il y a des années. Un homme sérieux, âgé, qui avait toujours été très correct avec moi. Il avait aidé à faire la succession des biens de Marcel à sa mort. Je n'avais plus eu de contact, mais je me souvenais où était son cabinet. Il se trouvait au centre-ville, près du palais de justice. Je connais quelqu'un, je vais le voir demain. Monique a hoché la tête. Alors vas-y, et vas-y la tête haute. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que j'avais des messages de Julien. 2 messages. Maman, tu as exagéré. Mais quand tu seras calmée, on parlera. Et le deuxième, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Mais n'invente pas des dettes qui n'existent pas. J'ai lu. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Je me suis allongée sur le canapé, j'ai tiré la couverture et j'ai fermé les yeux. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré, parce que quelque chose en moi avait changé. Je n'allais plus rien attendre de lui. Je n'allais plus accepter des miettes. Je n'allais plus baisser la tête. J'avais des preuves, j'avais un témoin, j'avais la mémoire, et j'avais raison. Demain, j'irai chercher justice. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt, je me suis préparée et je suis allée au centre-ville. Le cabinet de Maître Laurent se trouvait dans un immeuble haussmannien près du tribunal. 2e étage. Une plaque discrète sur la porte. Cabinet Laurent et associés, avocat à la cour. J'ai sonné. Une secrétaire a ouvert. « Bonjour, j'ai besoin de parler à Maître Laurent, c'est urgent. » Elle m'a regardée, un peu méfiante. « Madame a rendez-vous ?»« Non, mais il me connaît. Je m'appelle Solange. Il s'est occupé de la succession de mon mari il y a bien longtemps. » Elle m'a demandé de patienter. Elle est entrée dans un bureau et est revenue après quelques minutes. « Il va vous recevoir. » Je suis entrée. Maître Laurent était assis derrière un grand bureau encombré de dossiers. Cheveux blancs, lunettes de lecture autour du cou. Quand il m'a vue, il s'est levé. « Madame Solange ? Ça alors, combien de temps a passé ? » ?»« Beaucoup de temps, maître. » Il a indiqué le fauteuil. Je me suis assise. J'ai posé la pochette sur le bureau. Que s'est-il passé ? J'ai respiré un grand coup. Et je lui ai tout raconté. Le terrain, l'argent, l'humiliation, l'expulsion. Les mensonges qu'il racontait. Il a écouté en silence. Il ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, j'ai ouvert la pochette et je lui ai montré les documents. Il les a pris un par un. Il a lu lentement. Il notait des choses sur un bloc-notes jaune. Après une quinzaine de minutes, il a retiré ses lunettes et m'a fixé. « Madame Solange, avez-vous d'autres documents sur son entreprise ? Des bilans, par exemple ? » J'ai tout. J'ai photographié tout ce que j'ai trouvé dans le bureau. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Il m'a demandé de les envoyer sur son mail. Je l'ai fait immédiatement. Il a ouvert son ordinateur. Il a ouvert fichier après fichier. À chaque document, son expression changeait. « Madame Solange, savez-vous ce que je vois ici ? Non. Votre fils a déclaré un capital social initial de 10 000 euros à l'ouverture de l'entreprise. Mais vous lui en avez donné 42 000.
Où est-ce le reste? Je ne sais pas. Et ici, regardez ça. Il a tourné l'écran vers moi. Déclaration de revenus 2016. Il a déclaré son patrimoine, mais il n'a déclaré aucune dette. Ni envers vous, ni envers la banque. Et c'est un problème? Ça dépend de comment on regarde. Si vous prouvez que c'était un prêt et non une donation, il a fait une fausse déclaration. Parce qu'il n'a pas déclaré le passif. Il a continué à vérifier. Il a ouvert un autre tableau. Et il y a plus. Regardez ici l'actionnariat. 50% pour lui, 50% pour sa femme. Mais elle est entrée au capital seulement en 2016, 7 ans après la fondation. Comment est-ce possible qu'elle ait la moitié? Je ne savais pas quoi répondre. Maître Laurent s'est adossé à son fauteuil et a joint les mains. Madame Solange, que voulez-vous? Je veux récupérer mon argent. C'est tout? J'ai réfléchi. Je veux qu'il assume ce qu'il a fait, qu'il arrête de mentir. Il a hoché la tête. Alors nous allons procéder ainsi. Nous allons attaquer sur 3 fronts. Il a pris une feuille et a commencé à noter. Premier front, judiciaire. Je vais lancer une procédure civile en recouvrement. Je vais demander la valeur actualisée, plus les intérêts légaux. J'ai assez de documents pour le prouver. Et s'il conteste, nous demanderons la levée du secret bancaire. Là, tout sortira. Il acceptera de payer? Je ne sais pas, mais il devra répondre devant la justice. Et ça lui fera déjà mal. Il a noté autre chose. Deuxième front, social. Nous n'allons pas faire un procès en cachette. Je vais le mettre en demeure officiellement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Et j'enverrai une copie à son entreprise, à son expert comptable, à son associé, s'il en a. Pourquoi? Parce que les gens comme ça ont une peur bleue d'une tache sur leur réputation. Les chefs d'entreprise n'aiment pas les procès. Ça fait fuir les clients. Ça fait fuir les fournisseurs. Il a continué. Troisième front, émotionnel. C'est le plus important. Nous allons le confronter personnellement, mais pas chez lui, dans un endroit où il ne s'y attend pas, dans un endroit où il n'a pas le contrôle. Où? Maître Laurent a réfléchi un instant. À la banque. Je vais demander une réunion avec son directeur d'agence. Je dirai que ça concerne une dette professionnelle. Il viendra en pensant que c'est une histoire de fournisseur. Et quand il entrera dans le bureau, vous serez là. J'ai senti une oppression dans la poitrine. Mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Et qu'est-ce que je dis? Rien. Je parle. Vous restez juste assise, la tête haute, avec les documents à la main. Laissez-le voir que vous n'êtes pas seule, que vous ne baisserez plus les yeux. Il m'a regardé fermement. Madame Solange, avez-vous le courage? Je l'ai regardé. J'ai pensé à tout ce que j'avais vécu. J'ai pensé aux humiliations. J'ai pensé à la porte claquée au nez. Je l'ai. Alors on commence. Aujourd'hui même, je prépare la mise en demeure. La semaine prochaine, on fixe la réunion à la banque. Il m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Combien je vous dois, maître? Vous me paierez au résultat. 10% de ce qu'on récupère. Si on ne récupère rien, vous ne me devez rien. J'ai eu envie de pleurer, mais je me suis retenue. Merci, maître. Vous n'avez pas à me remercier. Vous êtes dans votre droit. Et le droit, on ne le laisse pas mourir. Je suis sortie du cabinet avec la pochette sous le bras. Cette fois, je n'étais plus seule. La mise en demeure est partie le mardi. Maître Laurent m'a appelé en fin d'après-midi. Madame Solange, c'est livré. Il a signé l'accusé de réception. Et la copie est arrivée aussi à l'entreprise. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste serré le téléphone plus fort. La réunion à la banque est fixée à vendredi, 10h du matin. J'ai parlé au directeur. Je lui ai dit que c'était une question financière délicate concernant son client. Il a accepté. Julien est au courant? Pas encore. J'ai envoyé un mail à son cabinet comptable disant qu'il y avait un litige bancaire et qu'il serait bon qu'il se présente. Je n'ai pas donné de détails. Il va penser que c'est un truc de fournisseur, de découvert, un problème administratif. Et s'il ne vient pas, il viendra. Un chef d'entreprise n'ignore pas une convocation de sa banque. J'ai raccroché et je suis restée assise dans la cuisine de Monique. Elle était à côté de moi en train d'éplucher des pommes de terre. « Vendredi alors ?» a-t-elle dit. « Oui. Tu as peur ?» J'ai réfléchi. « Non, ce n'est pas de la peur. Alors c'est quoi ?»« Je ne sais pas. C'est quelque chose de différent. C'est comme si j'avais attendu ce jour depuis très longtemps. » Monique a arrêté d'éplucher et m'a regardée. « Alors c'est le moment. Jeudi soir, j'ai préparé les vêtements que j'allais porter. Rien de voyant. Pantalon noir, chemisier blanc, chaussures plates, le même genre de vêtements que je portais pour aller travailler. Je me suis lavé les cheveux. J'ai repassé mes affaires. J'ai tout laissé prêt.
À l'aube, je me suis réveillée avant le réveil. 5h30 du matin. Je suis restée allongée à fixer le plafond. J'ai pensé à tout. À Julien enfant, à Marcel, au terrain, au ménage, aux humiliations. J'ai pensé à la porte qui se fermait derrière moi. Et j'ai pensé à la porte qui allait s'ouvrir aujourd'hui. Je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis préparée lentement. Monique a fait du café. Elle s'est assise près de moi. Mange quelque chose. J'ai mangé un morceau de pain. J'ai bu le café. Je n'avais pas faim, mais je savais qu'il le fallait. J'ai pris la pochette avec les documents. J'ai tout revérifié. Chaque papier à sa place. Je me suis regardée dans le miroir avant de sortir. Je n'étais pas belle, je n'étais pas chic comme Élodie, mais j'étais entière. Je suis sortie de la maison à 8h30. J'ai pris le bus. Je suis descendue au centre-ville. Il restait encore une demi-heure. J'ai marché lentement jusqu'à l'agence bancaire. La rue était animée. Les gens entraient et sortaient des magasins. Les voitures passaient. Le soleil fort frappait le trottoir. Je me suis arrêtée devant la banque. J'ai respiré à fond. Maître Laurent est arrivé 5 minutes plus tard. Costume gris, serviette en cuir à la main. « Madame Solange, prête ?»« Prête. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous n'avez besoin de rien dire. Restez juste assise, laissez-moi mener la danse. Mais si vous voulez parler, parlez. Vous avez ce droit. » Je sais. Nous sommes entrés. Le vigile a salué. L'hôtesse d'accueil a indiqué le premier étage. Nous avons monté l'escalier. Le directeur nous attendait dans une petite salle de réunion vitrée. Table en verre, 4 chaises, climatisation allumée. « Maître Laurent, vous devez être Madame Solange. » J'ai salué. Je me suis assise. J'ai posé la pochette sur la table, devant moi. Le directeur a proposé un café. J'ai dit non. Maître Laurent a regardé sa montre. 10h03. Il ne devrait plus tarder. Nous sommes restés en silence. Je regardais vers la porte vitrée. Je voyais le mouvement dehors. Les gens qui passaient. Les conseillers qui appelèrent les clients. Et là, je l'ai vu. Julien entrant par la porte principale de la banque. Chemise bleu ciel sur mesure, pantalon à pince, cheveux coiffés sur le côté, portable à la main. Il a parlé à l'accueil. Elle a indiqué l'escalier. Il est monté. Mon cœur s'est emballé. Mais je n'ai pas détourné le regard. Il arrivait dans le couloir. Il a regardé autour de lui, cherchant la salle. Et quand il a regardé à l'intérieur et qu'il m'a vue assise là, à côté de Maître Laurent, avec la pochette devant moi, il s'est glacé. Il s'est arrêté au milieu du couloir. Il est resté immobile, à regarder. Maître Laurent s'est levé et a ouvert la porte. « Julien, entrez, on vous attendait. » Julien est entré lentement. Il m'a regardé. Puis Maître Laurent. Puis le directeur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Maître Laurent a fermé la porte. « Asseyez-vous, Julien. Nous devons régler un contentieux. » « Quel contentieux ? Je n'ai aucun contentieux avec la banque. » « Ce n'est pas avec la banque. C'est avec votre mère. » Il m'a regardé de nouveau, cette fois avec colère. « Maman, tu ne te lasses jamais ? Je t'ai déjà dit que... » Maître Laurent a levé la main. « Julien, asseyez-vous. Soit on règle ça ici, de façon civilisée, soit on le règle au tribunal. Vous choisissez. » Julien a hésité. Il a tiré la chaise et s'est assis, tendu, au bord du siège. Le directeur, qui était resté silencieux jusque-là, a sorti un carnet de notes. Je suis ici uniquement comme témoin. Maître Laurent a demandé la présence de la banque, car cela implique des mouvements financiers d'un client. Vous pouvez commencer. Maître Laurent a ouvert sa serviette. Il a sorti un document et l'a posé sur la table. Julien, vous souvenez-vous de mai 2007 ? Comment voulez-vous que je me souvienne d'une date d'il y a presque 20 ans ? Alors je vais vous aider. Votre mère a vendu un terrain. Elle a reçu 42 000 € et elle vous a tout viré. Julien a ri. Un rire nerveux, forcé. C'était un cadeau. Les mères aident leurs enfants. Un cadeau ? Maître Laurent a poussé un autre papier vers lui. Alors pourquoi avez-vous déposé la somme le lendemain ? Pourquoi avez-vous créé une entreprise 3 mois plus tard ? Pourquoi avez-vous déclaré un capital social de 10 000 si vous en avez reçu 42 ? Julien est devenu rouge. Je n'ai pas à expliquer ça. Si, vous devez. Parce que votre mère a la preuve de la vente du terrain. Elle a le relevé de votre compte de l'époque, qu'elle a photographié. Et elle a un témoin que vous avez promis de rembourser quand l'entreprise ferait des bénéfices. Un témoin ? Quel témoin ? J'ai parlé, pour la première fois depuis qu'il était entré. Moi, Julien. Je suis le témoin. Je me souviens de ce que tu as dit. Tu as dit, « Maman, quand le magasin décollera, je te rends tout. »
Tu auras une maison mieux que celle-là. Tu l'as dit dans la cuisine, 2 jours avant que je signe chez le notaire. Il m'a regardé. Il a ouvert la bouche pour parler. Il l'a refermée. Maître Laurent a continué. Et ce n'est pas tout. Madame Solange a aussi aidé avec 5 000 € pour la fête de mariage. Il y a la preuve du virement. Elle a aidé avec 2 400 pour les travaux du premier magasin. Elle a payé les factures d'électricité et d'eau de l'entreprise pendant 3 mois en 2008, pendant que vous attendiez les clients. Julien s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras. Et alors? Les mères aident. C'est comme ça que ça marche. Pas quand la mère se retrouve sans rien. Pas quand la mère perd le seul bien qu'elle possédait. Pas quand le fils devient millionnaire et expulse sa mère de chez lui. Le directeur a levé la tête, surpris. Julien a regardé ailleurs. Je n'ai expulsé personne. Elle est partie parce qu'elle voulait. J'ai senti la colère monter. Mais j'ai respiré à fond. Maître Laurent a sorti un autre papier. Julien, vous avez déclaré un patrimoine de 3 400 000 € sur votre déclaration d'impôt l'an dernier. 5 magasins, 2 immeubles, une voiture importée. Mais vous n'avez déclaré aucune dette. Où est la dette envers votre mère? Il n'y a pas de dette. Elle existe et elle est revalorisée. 138 420 €. Julien a ri. Mais c'était un rire sans joie. Vous êtes fou. Je ne paierai pas ça. Maître Laurent a fermé le dossier et l'a fixé. Alors on lance la procédure. Recouvrement de créances, plus dommages et intérêts. Et je demande la levée du secret bancaire et fiscal. Là, le fisc verra tout. Ils verront que vous avez reçu 42 000 et en avez déclaré 10. Ils voudront savoir où est passé le reste. Et s'ils découvrent que c'était de la fraude, vous ne payez pas seulement votre mère. Vous payez des amendes. Vous risquez le pénal. Et vous perdez votre réputation. Julien est devenu pâle. Le directeur a noté quelque chose. Il n'a rien dit, mais son expression a changé. Maître Laurent a continué. Et il y a plus. Votre femme est entrée au capital en 2016 avec 50% des parts. Mais l'entreprise a été fondée en 2007 avec l'argent de votre mère. Où est son apport? A-t-elle investi? En avait-elle le droit? Ou était-ce juste un moyen de dissimuler du patrimoine? Julien a dégluti difficilement. Je vais parler à mon avocat. Parlez-lui. Mais en attendant, la mise en demeure est partie. Vous avez 15 jours pour répondre. Si vous ne répondez pas, on assigne en justice. Et là, ça devient public. Les clients le sauront. Les fournisseurs le sauront. Tout le monde saura que vous avez bâti un empire sur le dos de votre mère et que vous l'avez jeté à la rue ensuite. Julien m'a regardé. Il y avait de la colère dans ses yeux. Mais il y avait autre chose aussi. Il y avait de la peur. « Maman, tu vas vraiment me faire ça ?» Je me suis agrippée au bord de la table. Je l'ai regardé dans les yeux. « Julien, j'ai passé 23 ans à nettoyer les sols des autres pour que tu ne connaisses pas la faim. J'ai vendu le seul bien que j'avais pour que tu ouvres ton magasin. Je me suis retrouvée avec le dos cassé, les genoux en compote, les mains gercées à force de frotter. Et quand tu es devenue riche, tu m'as traitée comme une domestique. Tu m'as humiliée devant des étrangers. Tu as jeté mes affaires à la poubelle. Et tu m'as mise à la porte comme si je n'étais rien. Ma voix a tremblé, mais je ne me suis pas arrêtée. Tu ne me dois pas seulement de l'argent, Julien. Tu me dois le respect. Tu me dois ma dignité. Et tu me dois la vérité. La vérité que tu n'as rien construit tout seul. La vérité que j'étais là. Et tu as effacé ça. Tu as menti à tout le monde. Tu as dit que tu étais parti de zéro. Tu as dit que tu n'avais jamais eu d'aide. Julien a détourné le regard. Mais je n'ai rien effacé, Julien. Je suis là, avec des preuves, avec un témoin et avec un avocat. Maître Laurent a posé sa main sur la table. Julien, on peut régler ça maintenant. Vous reconnaissez la dette, on fait un accord, vous payez en plusieurs fois et c'est fini. Personne n'a besoin de savoir. Ou vous niez et on va au tribunal. Et là, tout le monde saura. Julien est resté silencieux. Il a regardé le sol. Il a respiré à fond. Combien de temps j'ai pour payer? Ça dépend. Madame Solange, combien de temps acceptez-vous? J'ai réfléchi. Ce n'était pas pour l'argent. Ça ne l'a jamais été. Je veux tout en 6 mois. Et je le veux par écrit. En reconnaissant que c'était un prêt, que j'ai aidé, et qu'il doit payer. Julien a serré les poings. 6 mois? Je n'ai pas autant de liquidité. Tu as 3 millions de patrimoine. Vends une voiture. Fais un emprunt. Fais ce que tu veux. Mais paie. Maître Laurent a sorti un autre papier de sa serviette. J'ai déjà apporté le protocole d'accord transactionnel. Il n'y a plus qu'à signer.
Julien a pris le papier. Il a lu. Sa main tremblait. Il m'a regardé une dernière fois. « Tu veux vraiment me détruire, c'est ça ?» Je me suis levée. J'ai pris mon sac. Je l'ai regardé dans les yeux. « Julien, je ne veux pas te détruire. Je veux juste que tu te souviennes que j'existe. » Et je suis sortie de la salle. Je n'ai pas attendu qu'il signe. Je n'ai pas attendu de réponse. Maître Laurent est resté derrière pour régler les détails. J'ai descendu l'escalier lentement. J'ai passé la porte de la banque. Je suis sortie dans la rue. Le soleil était fort. La rue était pleine de monde. Bruit de klaxons, de conversations, de vie. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré à fond. Et j'ai senti la paix. Julien a signé l'accord le jour même. Maître Laurent m'a appelé 1 heure plus tard. Madame Solange, c'est fait. 6 versements. Reconnaissance de dette enregistrée chez le notaire. Le premier versement tombe la semaine prochaine. Je n'ai pas fêté ça. J'ai juste remercié. Le premier versement est arrivé sur mon compte le jour exact. 23 000 €. J'en ai utilisé une partie pour payer Maître Laurent. Le reste, je l'ai mis de côté. Le deuxième versement a eu 3 jours de retard. Maître Laurent a appelé leur bureau. Le lendemain, l'argent était là. Avec l'argent des 2 premiers versements, j'ai loué un petit appartement. 2 pièces, salon, cuisine. Dans un quartier simple, près du marché et de la pharmacie. J'ai acheté un lit, un canapé, une table. Rien de cher, mais tout à moi. Monique m'a aidé à aménager. On a peint la cuisine en jaune clair. On a mis des rideaux dans le salon. Quand j'ai fini de tout organiser, je me suis assise sur le canapé neuf et j'ai regardé autour de moi. C'était petit, c'était simple, mais c'était chez moi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message de Julien. « Maman, il faut qu'on parle. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu un jour. Puis j'ai envoyé « Dis-moi, en personne. Je peux venir ?» Je lui ai donné rendez-vous dans un café près de chez moi. Je n'allais pas le laisser entrer dans mon espace. Il est arrivé à l'heure prévue. Il était plus maigre. Il avait des cernes profonds, les vêtements froissés. Il s'est assis en face de moi et est resté silencieux quelques secondes. « Maman, je voulais te demander pardon. Je n'ai rien dit. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je t'ai maltraité. Élodie aussi. Elle a exagéré. Mais on était sous pression. L'entreprise grandissait. Il se passait plein de choses en même temps. Julien, la pression ne justifie pas l'humiliation. » Il a baissé la tête. « Je sais. » Il est resté silencieux de nouveau. Il a joué avec sa tasse de café. Élodie a quitté la maison. Je l'ai regardée. Quand elle a vu l'accord, quand elle a vu le montant, elle a pété les plombs. Elle a dit que j'étais faible, que je m'étais laissé manipuler. Elle m'a hurlé dessus devant Louis. Elle a fait un scandale. Et elle est partie. Je n'ai pas eu de peine. Je n'ai rien ressenti. Elle a pris la moitié des parts de la société. Elle demande le divorce. Elle veut le partage des biens. Il m'a regardé, attendant une réaction. « Julien, je n'ai rien à voir avec ça. Je sais, maman. Je voulais juste que tu le saches. Et je voulais demander si on pouvait réessayer. Recommencer. Moi, toi et Louis. » J'ai respiré à fond. « Julien, je ne retournerai pas chez toi. Je ne serai pas ta bonne. Je n'élèverai pas ton fils pendant que tu travailles. J'ai déjà fait ça. J'ai déjà tout donné. Et tu as tout jeté. Je ne te demande pas ça, maman. Je te demande juste une chance. Alors paie ce que tu dois. Respecte mon espace. Et assume, devant tout le monde, ce que j'ai fait pour toi. Sans mentir, sans rien cacher, sans inventer que tu es parti de zéro. » Il est resté silencieux. Puis il a hoché la tête. « Je vais le faire. Et autre chose. Si tu veux que je voie Louis, tu me préviens avant. Tu demandes si je peux. Tu ne débarques pas ici par surprise en pensant que j'en ai l'obligation. D'accord. Et si tu as du retard sur un versement à nouveau, j'appelle l'avocat. Sans préavis. Sans seconde chance. » Il a dégluti difficilement. « Compris. J'ai fini mon café. Je me suis levée. Julien, je ne sais pas si on arrivera à reconstruire quelque chose. Mais si on doit essayer, ce sera à ma façon. Avec respect. Avec la vérité. Sans fardeau sur le dos. » Il s'est levé aussi. « Je vais essayer, maman. » Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je ne lui ai pas tenu la main. J'ai juste hoché la tête et je suis partie. 3 mois plus tard, tous les versements avaient été faits. J'avais 138 000 € sur mon compte. Je n'ai pas tout dépensé. J'ai mis la majeure partie de côté. J'en ai utilisé un peu pour changer les meubles, pour faire des soins pour mon genou, pour aller à la mer avec Monique. Julien passait de temps en temps. Il amenait Louis. Il restait 1 heure, 2.
On parlait peu, mais il ne me manquait plus de respect. Un jour, il m'a demandé « Maman, tu me pardonnes ?» J'ai réfléchi avant de répondre. « Julien, pardonner ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Je ne sais pas si je t'ai pardonné complètement, mais je ne suis plus prisonnière de ça. Je ne ressasse plus tout dans ma tête. Je ne me réveille plus la nuit en y pensant. Alors, peut-être que c'est une forme de pardon. » Il a accepté. Et la vie a continué. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Je vis seule. J'ai mon argent. J'ai ma paix. Je n'ai pas recommencé à faire des ménages. Je fais du crochet. Je vends à quelques boutiques. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide. J'ai des amis. J'ai une routine. J'ai ma dignité. Et j'ai appris une chose. On n'a pas besoin d'accepter des humiliations juste parce qu'elles viennent de ceux qu'on aime. On n'a pas besoin de baisser la tête juste parce qu'on est mère, juste parce qu'on est vieille, juste parce qu'on a dépendu de quelqu'un un jour. On a le droit de réclamer son dû, d'exiger le respect, de dire non. Et s'il le faut, on a le droit d'aller chercher justice. Parce que personne n'est invisible, personne n'est jetable. Et toute mère, tout père, toute personne qui a donné sa vie pour quelqu'un mérite, au minimum, qu'on s'en souvienne. Si cette histoire t'a touché, dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous écoutes. Et reste avec moi pour les prochaines vidéos qui vont s'afficher sur ton écran. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui.